aujourd'hui. Nous sommes donc à l'école du recrutement pour la 8e édition du Réveil du recrutement. On aime bien dire recrutement dans nos trucs. Le Réveil du recrutement, c'est quoi? C'est un événement que j'ai lancé en me disant qu'au tout début, on manquait d'événements dédiés purement recrutement. Alors ça évolue, hein, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est aussi l'idée que personne ne viendra nous sauver. C'est un truc auquel on croit, nous, l'émancipation. Et d'ailleurs, je vais vous présenter l'école du recrutement. Donc, on croit que le recrutement mérite son école, c'est pour ça qu'on s'est appelé l'école du recrutement. Et on croit surtout que le recrutement, les recruteurs, c'est un métier qui manque de valorisation. Et ça manque de valorisation pour plein de raisons, de la part de la société, de la part de nous-mêmes, des candidats, etc. Et on pense que pour retrouver la valorisation, ce dont on a besoin, c'est d'une fierté, d'une émancipation. Et pour s'émanciper, nous, on propose 2 piliers, on a deux ambitions. La première, c'est de fournir de l'éducation, au sens très large, donc de l'enseignement. À ce titre, on a des élèves, donc il y en a quelques-uns, levez la main, qui sont cachés parmi vous, donc qui viennent en alternance 1 semaine sur 4. On a aussi un parcours de recrutement, donc ça c'est pour les professionnels déjà en poste, qui est une sorte de grand Netflix du recrutement, où vous avez toutes les verticales, annonces, messages d'approche, sourcing, voilà, qui balayent tous les sujets pour vous former. C'est notre activité principale. Et en plus de ça, le deuxième pilier, c'est l'événementiel. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'une communauté a besoin justement de faire communauté. Et que notre ambition, c'est pas juste d'être des acteurs descendants qui donnent la bonne parole, c'est aussi de permettre que les gens s'organisent entre eux. Et pareil, ça s'est pas mal développé depuis qu'on a lancé le Réveil de recrutement. Et notamment Recruiter Kitchen, si vous ne connaissez pas, c'est un Slack, un espace de discussion où les recruteurs peuvent discuter, qui n'est pas du tout lancé par nous. Il y a plein de choses, des gens qui sont sur Twitter, qui font des trucs intéressants. Voilà, il y a plein Donc on essaye d'être, nous, l'étincelle de la communauté, parce qu'on sait qu'on est trop petit pour être une institution à part entière. Puisqu'on est une boîte de 10 personnes, une dizaine de personnes, donc notre but vraiment c'est d'être l'étincelle plutôt que l'église, entre grosses guillemets. Et donc si je reviens à mon sujet qui est la culture, la première chose c'est qu'il faut savoir que c'est un sujet qui est hyper casse-gueule. C'est hyper casse-gueule, on verra pourquoi, parce que c'est un sujet où souvent on n'est pas très honnête entre ce qu'on est et ce qu'on veut dire à l'extérieur. Vous savez, c'est un peu comme le sport, hein. On a tous envie d'être des gens qui font du sport. Moi, j'adore dire que j'aimerais faire du judo. Ça fait 10 ans que je dis, allez, non, 2012, ça fait 7 ans que je dis que mon rêve, c'est de faire du judo. Alors que bon, mon rêve, il est à portée de main. Hein. J'irai descendre à la salle. Donc, il y a cette dimension de manque de distance qu'on a avec soi-même qui fait que ça peut être compliqué. Deuxième chose, c'est que, par définition, la culture, c'est ce qui vous rend unique. Donc c'est très paradoxal d'aller voir ce que font les autres pour savoir ce qui nous rend unique. Donc on verra comment lever le paradoxe. Et comme je vous ai dit, je monte la note parce que c'est celle que je peux connaître le mieux. On va commencer donc par définir la culture. Première chose que je peux vous dire, c'est que... Alors ça c'est une définition que j'ai trouvée dans Que sais-je, parce que parfois il y a des trucs intéressants dans les Que sais-je, qui vous dit la culture, c'est un ensemble d'hypothèses de base, évidences, partagées, inconscientes, construites au cours de l'histoire pour affronter les problèmes. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle vous montre qu'une culture, ça tombe pas du ciel, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure. Et ça me parle beaucoup parce que nous, je vous en reparlerai, mais quasiment chaque élément de notre culture a été créé pour corriger un problème. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, on s'est dit « ah, ça marche pas ». Typiquement, je vous en reparlerai, mais on était au tout début une boîte, même pas de télétravail, parce que télétravail, ça suppose qu'il y a un lieu de travail. On était une boîte de gens dans le cloud, et donc on se voyait très peu. Moi, il m'est arrivé pendant 3 mois de ne pas voir Laurent, le fondateur. Et donc, on a mis en place la réunion du lundi. Donc, tous les lundis, par Skype, on fait un point que je vous raconterai. Donc, vous voyez, en fait, tous les éléments culturels sont venus à cause de problèmes, ou grâce à des problèmes. Et, point hyper important, la culture, c'est la somme des bizarreries. J'insiste là-dessus parce que souvent, les gens essayent de dire les mots qui font bien. De dire, j'ai fait une analyse, j'ai pris les 40 sites du CAC 40. À votre avis, c'est quoi les valeurs qui reviennent le plus sur les 40 sites du CAC 40 ? Bienveillance. Transparence. Pas exactement. Transparent. Ouais, on est à côté, mais pas exactement ça. Innovation. Déjà, il y a innovation, ouais, qui arrive en 3 ou 4. Ambition, pas exactement. Il y a service client, mais qui arrive un peu plus bas. Le premier, c'est l'honnêteté. Ce qui est d'ailleurs très paradoxal, c'est bizarre de dire qu'on est honnête. Pareil, le deuxième, c'est le respect.
Je disais le premier, c'est l'honnêteté, pardon. Et le deuxième, c'est le respect. Donc en fait, au lieu d'identifier ce qui est bizarre, les gens essayent de mettre en avant ce qu'ils pensent être une bonne culture. Or, il n'y a pas de bonne culture. Je pourrais m'arrêter là. Bon, ce serait une conférence très rapide, mais je pourrais m'arrêter là. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Il n'y a que des cultures plus ou moins intenses. Ça, c'est vrai. Si vous regardez ici, la culture est très intense. Vous pouvez la sentir. Elle est sur les murs, elle est dans notre manière de nous habiller. Voilà. La culture est intense, mais elle n'est pas supérieure à une autre. Typiquement, notre culture serait totalement inadaptée pour monter, je sais pas moi, un hôpital. Dans nos commandements, il vaut mieux guérir que prévenir. C'est-à-dire qu'on préfère s'excuser que demander la permission. Très mauvaise valeur pour un hôpital. Et donc, il faut bien vous dire que la culture dépend entièrement de votre organisation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture, j'insiste là-dessus. En fait, c'est un peu comme le caractère chez les humains. D'accord ? On dit quoi ? On dit que l'homme n'est que la série de ses actes. Et c'est valable pour la culture aussi. On en reparlera. Et avant. Une bonne culture, c'est une culture qui a une contre-culture viable. Alors c'est un peu délicat à comprendre, je vais l'expliciter. On va le faire avec ce que j'appelle le cadran d'une valeur. On va essayer de... Une bonne culture, quand elle est bien définie, quand la valeur est une vraie valeur, on peut prendre la valeur, l'inverser, et ça reste une valeur enviable. Si vous prenez une valeur, que vous l'inversez, et que ce n'est pas une valeur enviable, vous avez un problème. On va faire l'exemple avec... prenons la franchise. C'est quoi l'inverse de la franchise en bien ? Hein ? Alors, en mauvais, c'est le mensonge, mais en bien. La diplomatie, exactement. Et la diplomatie en mauvais, on pourrait le dire comment ? En plus, je me suis trompé, non. Mensonge, c'est là. Mensonge, langue de bois. Et la franchise en mauvais, on pourrait le dire comment ? Hein ? Non, la franchise en mauvais. La version, c'est... Prenons la culture A, culture B. Donc on a une culture B qui est une culture de la diplomatie. Les gens qui sont dans la culture A diront que eux, ils ont une culture du mensonge. Mais les gens qui sont là, ils diront que eux, ils ont une culture de... Alors le pendu, il faut proposer des lettres, non ? Propose un truc du coup. U. Non, c'est bon. Brutalité. Donc en fait, c'est ça que j'appelle le cadran d'une valeur, c'est effectivement vous avez toujours une manière positive et négative d'exprimer la même valeur, et après vous pouvez la renverser. Est-ce que c'est plus clair comme ça ou pas du tout ? Alors on le refait une deuxième fois ? On va le faire avec la vitesse. Disons j'ai une culture A, comme la nôtre d'ailleurs, qui favorise la vitesse. C'est quoi la contre-culture à la vitesse ? Hein ? La contre-culture. Plutôt. Je répète, on cherche une contre-culture enviable. Là, on est du côté enviable. Je vais marquer ici. Là, on est du côté enviable. Là, on est la version péjorative. Donc ici, c'est plutôt la précision, la prudence. La version péjorative de la vitesse. Précipitation, le chaos. Et la version négative, péjorative de la... Ouais, l'immobilisme, la lourdeur, voilà. À chaque fois que vous êtes capable de faire ça, c'est que la valeur est bien définie. Maintenant, on va prendre une dernière valeur, on va prendre l'honnêteté, qui est une des valeurs les plus affichées du CAC 40. Je mets ici honnêteté.
C'est quoi la contre-valeur de l'honnêteté en positif? Alors on commence par là, la contre-valeur de l'honnêteté en péjoratif. Voilà la malhonnêteté. C'est quoi la version positive de la malhonnêteté? Oh, non, de la malhonnêteté. Hein. La transparence, non? Enfin, il n'y en a pas. Tu peux pas dire, c'est un truc qui est unanimement mauvais d'être malhonnête. Pareil, être honnête, tu vas pas trouver une version péjorative d'être honnête. Donc en fait, quand tu peux pas remplir le cadran, quand tu arrives là-dessus, c'est que c'est pas une bonne valeur. Ça va tout le monde ou pas? C'est plus clair comme ça. Et malheureusement, la plupart des valeurs qui sont affichées sur les entreprises, sur les boîtes surtout dans le CAC 40, sont des fausses valeurs. Sont des valeurs où je ne suis pas capable de faire ça. Prenons, allez, on en fait un dernier. Qu'est-ce que j'ai vu comme... Ah oui, j'ai vu la diversité comme valeur sur des sites du CAC 40. Donc nous, on aime la diversité. C'est quoi le contraire de la diversité en pas enviable? Hein? Ouais, clone, et même t'es gentil. En vrai, c'est plutôt le racisme, la discrimination. C'est quoi la version positive de la discrimination? Version enviable. Tu vas pas le trouver. C'est quoi la version mauvaise de la diversité? À part c'est l'extrême droite, tu vas pas le trouver. Tu pourrais dire c'est le grand remplacement, mais... Donc vous voyez, dès que j'échoue à faire ça, c'est que c'est une mauvaise valeur. C'est qu'en fait, c'est même pas une valeur. Comment tu l'as déduit, ça? Comment j'ai déduit quoi? Comment t'as déduit ça? Ah, comment j'ai su arriver à là? Tout le monde affiche des valeurs, Ah. les valeurs que tu citais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que toi tu renverses le truc? Comment je suis arrivé là? J'ai commencé par regarder quelqu'un qui s'appelle Oussama Ammar qui a fait une vidéo sur la culture qui l'expliquait et comment lui il en est arrivé là, parce que moi j'ai toujours le réflexe d'aller à la source, comme je suis un grand vulgarisateur, je suis pareil que lui, je pompe plein de trucs, donc j'ai été voler le truc qu'il a volé. Le truc qu'il a volé, je vais aller vous en parler plus tard, mais parlons-en maintenant, c'est un slide deck sur SlideShare de Netflix. C'est le SlideShare le plus vu au monde, donc il a 15 millions de vues, et c'est Netflix qui explique sa culture et qui prend l'exemple d'Enron, vous savez la boîte qui avait faillite, et qui prend les valeurs d'Enron et qui vous montre que dans les valeurs d'Enron il y avait intégrité. Et c'est comme ça ils appellent ça the nice sound values. Je parle très mal anglais, mais les valeurs qui sonnent bien. Et donc j'ai affiné le truc et le cadran ça m'est venu avec mes élèves. Je l'ai inventé il y a 2 semaines. Parce que des gens me disaient, déjà j'arrivais pas à comprendre en fait l'inversion et à force d'essayer d'enseigner l'inversion, j'ai trouvé un moyen de le faire un peu plus clairement, pas tant que ça, hein. Je sens qu'on a quand même galéré, mais c'est quand même plus clair que quand je disais juste inverse sa valeur et démerde-toi. Clair pour tout le monde? C'est le moment de me le dire, ne mentez pas. Sûr? Dis-moi. C'est pas évident de trouver. Ah! Ouais, c'est pas évident. Ça demande une gymnastique mentale. Déjà, ça demande d'être convaincu qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture. Une fois que tu es convaincu qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture, tu trouves. Typiquement, moi je sais qu'on a une culture de la vitesse. Je sais très bien ça comme inconvénient, c'est que c'est le chaos. Donc en fait, si tu es assez honnête avec toi-même et que tu es vraiment, vraiment ferme sur le fait qu'il n'y a pas de culture supérieure, que la culture française n'est pas supérieure à la culture anglaise, que la culture américaine n'est pas supérieure à la culture brésilienne, une fois que tu es convaincu de ça, c'est plus facile de voir chez les autres ce qui te manque. Parce qu'en fait, j'allais dire yin et yang, je connais rien en yin et yang, je vais pas m'approprier le yin et le yang, mais un petit peu. Tu vois, l'idée qu'on a du yin et le yang, c'est un peu ça. Tu as forcément un inverse qui est positif. Sauf quand tu l'as pas. Et quand tu l'as pas, typiquement, c'est comme si jamais je te demandais de définir la culture française et que tu disais, ouais, en France, les gens, il y a des hommes et des femmes. Oui, d'accord, dans tous les pays. Si je te dis par contre en France, on fait beaucoup grève, ok. Ça peut me différencier de quelqu'un d'autre. Et la grève, c'est pas négatif, en fait. Parce que la grève, c'est aussi revendiquer ce qu'on a gagné. Et à l'inverse, des gens pourraient dire, ben non, la grève, c'est chiant. Donc il y a toujours, quand la valeur est une vraie valeur, c'est bon, j'ai trouvé la bonne phrase. En plus, j'ai déjà trouvé il y a 2 semaines. Une bonne valeur, c'est une valeur qui trace une ligne de partage et il y a au moins quelqu'un de l'autre côté. Si tout le monde est du même côté de la ligne de partage, c'est pas une valeur. Typiquement, tu fais une ligne, tu demandes qui est honnête ici? Bah, tout le monde va à gauche, personne ne te dit ouais, moi je suis malhonnête, c'est génial. C'est impossible, personne ne peut se revendiquer la malhonnêteté. C'est plus clair ou pas? Ça amène au chapitre suivant qui est que la culture avant tout, c'est un outil qui sert à repousser et non pas à attirer. Souvent les gens pensent au côté attirer, mais pour attirer, il faut repousser. Et d'ailleurs, c'est une grande leçon. Si vous avez suivi n'importe quelle élection, vous vous en rendez compte.
Donald Trump, aujourd'hui, il est à son maximum de popularité positive et négative à la fois. Il n'a jamais été aussi populaire et impopulaire. Parce qu'en fait, si vous voulez attirer, il faut cliver. C'est le grand problème des gens qui ne veulent pas repousser, c'est que du coup, ils ne polarisent pas et deviennent mous. Ma meuf, quand elle faisait des dates, elle me disait ouais, il y a des gens, donc on a une première fois qu'on se voit, et elle me dit ah, c'est chiant, il y a plein de mecs, j'aime pas trop les mecs trop gentils. Je dis bah, je suis méchant moi. Elle dit ah non, c'est pas ce que je veux dire. Ah, tu veux dire les gens fades. Ok. Et en fait, elle dit gentil parce qu'elle veut dire des gens qui se positionnent pas, la guerre c'est pas bien, la paix c'est cool, voilà. C'est parce que les gens ont peur de se positionner qu'ils sont pas aimables en fait. Plus vous allez vous positionner et plus vous allez avoir des aspérités qui font que des gens vous aiment. Et par définition, si vous plaisez à A, vous déplaisez à anti-A. Si vous plaisez aux supporters de Trump, vous allez déplaire aux supporters d'Hillary Clinton et vice versa. J'ai eu beaucoup de temps à accepter ça. Hein. Quand j'étais petit, je me disais mais non, je peux plaire à tout le monde. Ça y est, on dit souvent on peut pas plaire à tout le monde. Et il y a des gens qui rajoutent plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je déteste ce rajout parce que c'est complètement faux. Ça voudrait dire qu'on pourrait plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Comme dit Mohamed, même l'air pur fait pas l'unanimité. Et il montre une photo d'Américains qui respirent des vapeurs de 4x4 pour protester parce qu'ils pensent que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois. Donc il y a des gens sur internet qui respirent de l'air pas pur. Si même l'air pur fait pas l'unanimité, vous ferez jamais l'unanimité. Autre phrase que j'adore, c'est tu peux être la plus belle pêche du monde, la plus goûtue, la plus savoureuse, il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les pêches. Donc la question c'est qui je veux repousser. Ça a un autre impact, c'est que la culture ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas arriver et dire voilà, ma culture, ça sera ça. Alors, ça peut s'impulser. Je vous montrerai tout à l'heure, nous, comment on a dirigé, comment on a accompagné. On ne peut pas créer la culture. De la même manière que personne ne peut venir et créer la culture française. Elle était là, elle s'est créée, et après, on peut l'impulser. Et ça m'a amené à paraphraser une célèbre phrase philosophique. Si l'homme n'est que la série de ses... Alors, l'homme au sens de l'être humain, n'est que la série de ses actes, l'entreprise aussi. Parce qu'en fait, vous avez beau être dans votre tête quelqu'un de recommandable, si demain vous tuez quelqu'un, vous êtes un meurtrier ou une meurtrière. Vous avez beau avoir des pulsions meurtrières, si jamais vous tuez jamais personne, vous n'êtes pas un meurtrier, une meurtrière. Ce qui est important, c'est pas la pensée, ce qui est important, c'est l'acte. Et il en va de même pour l'entreprise. Les actes sont largement supérieurs aux pensées, qui elles-mêmes sont supérieures aux paroles. Parce qu'en fait, pour plein de raisons... Alors je vous ai dit tout à l'heure que les sites du CAC 40 avaient tous les mêmes valeurs. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, plus tu grossis et plus tu as des enjeux légaux, d'image, de réputation, plus tu es grand et plus c'est dur en fait de fâcher des gens. Donc c'est pas pour leur jeter la pierre, c'est parce que c'est un exemple qui est plus facile à comprendre. Il est évident que plus tu grossis, plus c'est compliqué. Et l'autre problème, c'est que les gens, encore une fois, veulent avoir l'air cool. Et comme ils veulent avoir l'air cool, bah, ça donne le syndrome de baby-foot. C'est incroyable, vous savez, vous avez oublié un mot, une autre valeur, une dernière valeur, que sur les 40 groupes du CAC 40, il y en a 10 qui le disent. C'est quoi à votre avis? Et j'ai reçu un grand groupe il n'y a pas longtemps ici, ils m'ont fait la même. C'est les premiers trucs qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent. Hein? Ils sont fun, ça ressemble. Voilà, ils ont une culture start-up. Ils disent tout ça, c'est un truc de dingue. Ce qui est bizarre, c'est comme si tous les Français vous disaient j'ai une culture anglaise. Enfin, mais t'es pas une start-up, t'es l'inverse d'une start-up. Pourquoi t'aurais une culture start-up? Et je sais même pas pourquoi ils s'en revendiquent en fait. Il faut assumer ce que vous êtes. Et ça fait cool en fait. C'est comme ton grand-père, ta grand-mère qui arrive et qui fait des yo-yo avec ses doigts et qui veut faire du rap. Il y a un truc qui marche pas. Ah, autre preuve que la culture, elle est dans les actes. C'est comme pour un individu. Quand un individu vous dit « je suis pas raciste », attendez le jour où, je sais pas, son enfant ramène quelqu'un d'une autre couleur à la maison. Et là, d'un coup, les langues se délient. Pareil, je suis pas homophobe, mais quand ton enfant fait un coming out, d'un coup, la réaction elle est différente. Parce qu'il y a un gouffre entre ce que vous êtes, ce que vous pensez être, ce que vous auriez aimé être, ce que vous imaginez que vous seriez, etc. etc. Moi, j'aurais adoré être le genre de personne qui, dans une situation de danger, protège ses proches et tout. Non, moi, je cours. J'ai vécu la dernière fois, j'étais à Stalingrad, j'étais avec ma meuf, et il y a un mec
qui en frappe un autre mais violemment, au point qu'il y a du sang partout. Tout le monde se met à courir, et moi je commence à courir, et ma meuf qui est en mode guerrière, et là je dis ah putain. Et je suis obligé de rester avec elle, j'ai appelé le signal d'alarme, etc. Mais parce qu'elle était là. En vrai, mais tu m'aurais dit, avant la situation, comment je me comporterais, je t'aurais dit mais non, mais c'est sûr moi que je vais appeler quelqu'un, je vais m'arrêter. En vrai, dans le mouvement de foule, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est pareil, les gens, que ce soit les individus ou les entreprises, ont très très peu de recul sur ce qu'ils sont vraiment, sur ce qu'elles sont vraiment. D'ailleurs, le groupe que j'ai eu la dernière fois, je leur ai fait la blague. Ils me disaient, voilà, on a l'esprit d'innovation. Et juste après, ils me disent, ouais, ils nous annoncent. Alors, il y a un chapeau imposé par la com. On ne peut pas y toucher. Je dis, je crois qu'on a l'esprit d'innovation. Autre conseil, astuce très concrète. Je vous conseille de ne pas vous limiter à un mot quand vous décrivez des valeurs. C'est pas pourquoi il y a une mode, les gens veulent à tout prix faire ça en un seul mot, comme s'il y avait un truc d'efficacité, honnêteté, respect. En fait, respect, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais par définition, si vous respectez quelqu'un, il y a quelqu'un que vous respectez moins. Est-ce que votre focus c'est le respect des clients ou c'est le respect des salariés? Pas pareil. Ou le respect des actionnaires. Ou le respect de l'environnement. Donc la question c'est n'hésitez pas à faire des phrases. Il n'y a aucune règle, je sais pas pourquoi tout le monde copie, alors je sais, parce que tout le monde copie parce que tout le monde copie, il n'y a pas plus de raison que ça. Les gens se copient donc ils se copient. Comme quand vous allez à Clichy-le-Valois, ça me sidère à chaque fois, tout le monde court pour un Transilien imaginaire. Pourquoi? Parce que tout le monde court. Donc là c'est pareil, les gens répètent. Mais je te conseille vivement de faire de faire des phrases, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus facile. Et en plus ça permet aussi d'éviter l'interprétation. Parce que si jamais je te dis, nous notre valeur c'est la radicalité, les gens ils ont plein de trucs derrière ça. Nous on a une valeur, c'est la dictature. Alors imagine, si on disait juste dictature, ça donnerait quoi? Et l'autre truc c'est que la culture, alors c'est paradoxal parce que vous m'avez parlé de concret, malheureusement elle n'est pas forcément dans les choses qui ont l'air le plus concret. Souvent les gens ils vont à Silicon Valley ou dans des startups, ils disent j'ai l'esprit startup et ils installent un baby-foot. Installer un baby-foot et croire qu'on est innovant parce qu'on a un baby-foot, c'est l'équivalent de se dire qu'on est anglais parce qu'on boit du thé à 17h. C'est pas le fait de boire du thé à 17h qui fait que la culture anglaise, c'est la culture anglaise. Et dernier truc sur ce chapitre, c'est que les process modifient la culture. Je vous ai dit, une culture se décrète pas, par contre elle se modifie, par contre elle s'impacte. Et il faut faire très attention parce que chaque process que tu mets en place va avoir un impact significatif sur la culture. Prenons un exemple type. À votre avis, les gens font des notes de frais plus hautes quand il y a un process ou quand il n'y en a pas? Qui pense que les notes de frais sont plus hautes quand il n'y a pas de process? Par lever de main. Qui pense que c'est l'inverse? Ben, c'est l'inverse. Les gens en fait font des moins grandes notes de frais quand il n'y a pas de process. Parce que quand il y a un process, ils se disent bah si ça passe, c'est que j'ai le droit. S'il y a une procédure de validation de la note de frais, ils font passer tout et n'importe quoi et ils se disent bah c'est pas moi, ça passe, c'est que c'est bon. Quand il n'y a pas de process, les gens se disent ah bah je vais essayer de me comporter comme je me comporterais avec mon propre argent. Donc vous voyez, c'est des choses un peu contre-intuitives comme ça, mais qui ont des impacts dingues sur la culture. Mettre un process comme ça, c'est un impact incroyable sur la culture. Bah tiens, tenez. À votre avis, la culture, ça accélère ou ça ralentit les recrutements? Ça accélère sur le petit groupe de gens que tu veux recruter, et ça ralentit sur les autres. Et donc en fait, typiquement, notre culture à nous, elle ralentit tous les recrutements. Parce qu'en fait, on y fait attention, on met une phase, je vous expliquerai tout à l'heure, mais il y a une phase dédiée à la culture dans le process, donc ça rajoute une étape, ça fait qu'on ne prend pas des gens parce qu'ils ne sont pas exactement à la culture. Enfin, forcément, à chaque fois que vous allez intensifier la culture, ça va ralentir le recrutement. Je croyais que la culture attirait. Ça repousse plus que ça attire. D'accord. Alors ça repousse et ça attire. Mais ça va améliorer la qualité des candidatures reçues, a priori. Même pas sûr. Franchement, j'ai pas observé une... Si quand même, si. Si, ça, ouais, si, oui. Ça améliore la phase d'intégration et tout ça. Ah, d'accord. Ça va être d'après. Donc évidemment, on pourrait arrêter la conférence si jamais il n'y avait pas, la suite. Une bonne culture, elle accélère l'intégration. Parce qu'il y a un groupe qui a déjà des valeurs fortes, parce qu'on se sent comme une famille, etc., etc. L'autre point positif de la culture, c'est qu'elle a tendance à diminuer le taux de rotation, le turnover. Puisque les gens adhèrent à quelque chose de plus grand que juste le business. Et autre point hyper important,
c'est que ça facilite le management. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus la culture est intense et moins vous avez besoin de process. Moins vous avez besoin de vérification, de contre-vérification, parce qu'en cas de doute, les gens se réfèrent à la culture. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit chez nous, tu as un doute, regarde la culture. Avant-dernier point, dans ce cours sur comment changer les choses, j'expliquais que... donc j'avais lu un livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes ». Et c'est pas une blague, c'est vraiment un livre qui raconte comment faire tomber un dictateur quand on est petit, seul et sans armes, qui a été écrit par la personne qui a renversé Milosevic, donc le dictateur serbe. Et il expliquait un truc flagrant, c'est que le problème numéro 1 de toute organisation humaine, c'est toujours la communication. C'est hyper dur en fait de communiquer dans un grand groupe d'humains. Parce que vous avez plein d'interactions. Et donc, autre point très positif de la culture, c'est qu'elle améliore la communication. Comme on est entre gens qui se ressemblent, ça améliore la communication. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse hyper importante. J'aime pas le terme de clonage. Je trouve que dans ce terme, ça reflète mal ce qu'on essaye de faire. Typiquement, on essaye toujours de cloner quelque chose. Et ce qu'on veut cloner, c'est la culture. C'est faux de dire aux gens, il ne faut pas cloner. Quand tu dis ça à quelqu'un, il comprend et ça le perd plus que ça l'oriente. Et évidemment qu'on essaye de cloner. Mais on essaye de cloner la culture. On n'essaie pas de cloner ni des caractéristiques démographiques, ni des caractéristiques d'habitat. Voilà, nous, on est des gens très divers au sens démographique dans la boîte. Par contre, en termes de culture, y a un truc qui nous réunit. D'ailleurs, c'est marrant, la première fois que ma meilleure pote a vu un de mes collègues, elle a dit « Ah, mais t'es pas tout seul à être comme ça, en fait !» En sens de « Ah, t'es pas le seul fou comme ça !» Et donc, en fait, il y a une communauté de valeurs qu'on partage ensemble, et c'est ça qu'on essaie de cloner. Ça va tout le monde? Et dernier point, c'est que ça augmente l'engagement. Ça augmente l'engagement parce que une bonne culture, comme elle est cohérente, qu'elle est visible et qu'elle est partagée, c'est plus facile pour les gens de savoir quoi faire. Ils ont moins peur d'agir parce qu'ils savent quelle est la règle sur laquelle ils vont être jugés. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la culture, c'est ce qui permet de définir ce sur quoi on punit et on récompense les gens. Si on est vraiment de très bonne foi et très lucide sur ce qu'est la culture, c'est vraiment ça. C'est les gens ici, chez nous, sont récompensés quand ils font quoi, ils sont punis quand ils font quoi. On ne peut pas avoir comme valeur la franchise et punir des gens parce qu'ils disent des choses. Et on verra tout à l'heure comment ausculter de manière... c'est juste après. Et dernier point, le taux d'alignement. Alors, ce que j'ai appelé le taux d'alignement, que j'ai encore volé, c'est tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous dis, je vous le vole. Le taux d'alignement, c'est... le taux d'alignement, c'est... Pardon. Le taux d'alignement, troisième fois, c'est vous prenez le nombre de salariés, le nombre d'employés qui sont là pour la culture, qui sont là pour la mission d'entreprise, qui vibrent pour ça, divisé par le total. Parce que plus vous grossissez et moins l'intensité culturelle, plus l'intensité culturelle va diminuer, c'est normal. Plus ce taux d'alignement est proche de 1, c'est-à-dire plus il y a de salariés qui sont là pour la mission et plus l'engagement est fort. Avant de savoir comment faire, on va essayer de regarder comment ausculter la culture existante, parce que, comme je vous l'ai dit, et d'ailleurs ça va répondre en partie à ta question, puisque la plupart d'entre vous n'êtes pas au début de l'aventure de l'entreprise, il va falloir constater la culture. Moi j'ai eu la chance, ou la malchance, c'était un bordel, d'être le premier salarié. Donc en fait, j'ai vu la boîte grandir et j'ai aidé aussi à définir la culture. C'est aussi pour ça que la boîte, elle me ressemble. Elle ressemble à Laurent, elle me ressemble aussi à moi, parce que forcément, elle ressemble à l'histoire des gens qui étaient là au début. Et donc, puisque vous n'êtes pas au début, il va falloir l'ausculter. Et il y a toujours une culture. Souvent, les gens, quand je leur montre les sites type CAC 40, alors désolé pour le CAC 40, j'ai plein d'amis dans le CAC 40, c'est pour dire, je veux dire multinationale. Quand je montre les groupes d'une multinationale, les sites d'une multinationale, ils me disent, mais ces groupes-là n'ont pas de culture. C'est pas possible. L'entreprise, elle est une culture. Vous n'avez pas une culture, vous êtes une culture. Une culture, c'est quoi? C'est une déviation de l'état de nature. Et donc une entreprise, pourquoi elle est l'entreprise A et pas l'entreprise B? Il y a forcément une différence, il y a forcément une déviation, il y a forcément des bizarreries, des trucs que tout le monde ne partage pas. La culture, c'est ce qu'on partage, nous tous et nous toutes, sans que les autres à l'extérieur le partagent. Et donc je vous disais, comment l'ausculter? Une des manières de la constater, puisque j'insiste, elle existe toujours, ça ne veut rien dire une entreprise qui n'a pas de culture. Comment on peut l'ausculter? En regardant les nouvelles personnes. Faire des rapports d'étonnement.
ce qui est intéressant avec les nouveaux et les nouvelles, c'est qu'ils n'ont pas encore été, c'est pas encore naturel pour eux. Je me rappelle quand je suis arrivé chez IBM, parce que j'ai fait 1 an de césure chez IBM, les 3 premiers jours, je ne comprenais rien. Vraiment, vraiment rien. Parce que IBM, en fait, c'est une organisation qui est matricielle. Enfin, en tout cas, ça l'était à mon époque. Et tout le monde voit ce que c'est une organisation matricielle ? Sûr ? Donc, organisation matricielle, ça veut dire qu'il y a à la fois un management vertical et un management horizontal. Typiquement, chez IBM, vous avez le management par hardware, software, service. Et vous avez le management par secteur public, secteur éducation, la santé, machin. Et donc, vous avez un directeur de ça. Directeur de secteur public sur toutes les branches, et pareil, un directeur hardware, tous les branches. Donc chaque personne a 2 grands managers. Alors je sais pas, ça a peut-être changé, hein, c'était en 2010, mais en tout cas, c'est ça une organe matricielle. Et quand tu viens d'arriver, tu ne comprends rien. Et au bout d'1 semaine, 2 semaines, c'est bon, je parlais le matriciel. Donc c'est hyper intéressant d'aller très vite. Et d'ailleurs, nous, beaucoup de choses qu'on a constatées sur la culture, on l'a constaté grâce aux nouveaux arrivants. Je me rappelle, moi, quand Pierre-Luc est arrivé ici, le premier truc qu'il a dit, c'est « Wow, tout le monde me fait confiance. J'ai déjà les codes de la carte bleue. » Et nous, ça nous paraissait tellement évident, parce que c'est bien le problème de la culture, c'est qu'elle vous paraît évidente. Ça nous paraissait tellement évident que... D'ailleurs, si la culture vous paraît pas évident, et que ça fait plus de 6 mois que vous êtes là, peut-être que vous n'êtes pas à votre place. Probablement, si vous voyez la culture, il y a des chances que vous ne soyez pas dans la bonne entreprise. Parce qu'une culture qui vous correspond, bah c'est comme l'eau pour un poisson, vous en rendez plus compte. Transparent. Vous en rendez compte que si jamais il y a des perturbations dans l'eau, mais sinon vous en rendez pas compte. Moi je me rends pas compte hein, que je suis en pull, c'est bizarre. Les gens me disent, viennent me voir, ah c'est trop cool. Moi je pourrais jamais venir ensuite en basket dans mon entreprise. Je fais, ok. Je me rends plus compte que je suis un mec bizarre. Je me rends compte dans le regard des externes, ou le regard des nouveaux arrivants, pardon. Donc demandez aux nouveaux arrivants. À l'inverse, vous pouvez demander aux gens qui viennent de partir. Si vous pouvez faire ce qu'on appelle des exit interviews, des entretiens de sortie, demandez. Si vous ne pouvez pas, il y a un site qui vous permet de faire ça, qui est Glassdoor. Voilà. Vous allez sur Glassdoor, vous regardez ce que disent les gens, pourquoi ils sont contents, pourquoi ils sont moins contents, essayez de prendre du recul par rapport à ça, et ça vous donne une idée de la culture. Il y a Assess First qui a fait un truc hyper intéressant. Il n'y a pas qu'un d'Assess First, ouais. Il y a Assess First qui a fait un truc hyper intéressant. C'est ils ont fait un article sur comment ils ont ausculté leur culture. Je vous invite à aller le lire. Et justement, ils expliquent qu'ils ont envoyé un questionnaire à tout le monde sur qu'est-ce qui comptait pour vous dans la boîte. Les gens répondaient et en fait, ça a permis de faire un grand classement et de voir où étaient les valeurs de la boîte. Et d'ailleurs, il explique qu'il y a une vague de départ après ça. Des gens qui se sont dit, bah en fait, je ne correspond pas à la culture et c'est très bien. Et à l'inverse, il y a une vague de surengagement, de OK, c'est ce qu'on veut être. Parce qu'encore une fois, la culture, c'est pas une photo. La culture, elle change. Il y a d'ailleurs beaucoup de débats en interne entre les anciens et les nouveaux sur ah, c'est plus comme avant. Je commence à avoir des réacs dans ma boîte. Je commence à avoir une extrême droite et une extrême gauche. Mais avant, quand on était qu'à 5, c'était beaucoup mieux, on n'avait pas de locaux, c'était vrai, bref. Forcément que vous avez, la culture, elle évolue en permanence avec les gens qui la rejoignent. Mais la question, c'est vers où vous voulez aller et est-ce qu'elle évolue dans le bon sens pour vous. Autre jeu qui marche très bien, c'est le jeu du bon ou mauvais. Vous prenez les gens autour de vous, vous prenez vous-même et vous demandez, chez nous, c'est quoi une bonne réunion, c'est quoi une mauvaise réunion? C'est quoi un bon vendeur, une bonne vendeuse? C'est quoi un mauvais vendeur, une mauvaise vendeuse? C'est quoi un mauvais mois, c'est quoi un bon mois? Etc. Je peux faire ça pendant 1h30 si on veut. Et en fait, une fois que vous allez définir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ça va être plus évident. Truc hyper important aussi, que je me rends compte moi parce que je forme pas mal de groupes. Mon activité me fait que je vois souvent le concurrent 1, puis le concurrent 2, etc. Je me rends compte que ce qui est incroyable, c'est que souvent, les concurrents, votre concurrent, a plus conscience de votre culture que vous-même. Parce qu'il dit, nous, on n'est pas comme eux. Et c'est beaucoup plus simple de se dire, ok, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, que de dire on est comme ça. Parce que je vous le répète, si c'est une bonne culture pour vous, ben vous la voyez plus. Donc le truc qui marche bien aussi, c'est de se renseigner quand on parle à des concurrents, voir, ok, mais qu'est-ce que tu trouves de différent chez nous? Pourquoi tu n'irais jamais travailler chez nous? Au contraire, pourquoi quand on récupère des gens de la concurrence, il y a des boîtes comme ça. Je vais pas les citer, mais je connais des boîtes dans des marchés où les gens, quand ils démissionnent, ils partent toujours de A vers B, jamais de B vers A. Il y a des raisons pour ça. Et on peut les expliquer. Point d'après, hyper important,
analyser la personnalité des fondateurs, premièrement, du dirigeant, s'il y a un dirigeant. Typiquement, la boîte ressemble à Laurent Brois, qui a fondé la boîte, et forcément ça lui ressemble. Et d'ailleurs, on a une valeur qui n'est pas d'horaire. Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Illustré comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'entreprise est forcément une extension de son fondateur. Et donc si vous comprenez ce qu'a voulu faire la personne qui a fondé l'entreprise, vous allez mieux comprendre la culture. Je me rappelle, moi, un truc qui m'avait le plus marqué quand j'étais chez IBM, parce que IBM a une culture quand même pas mal forte. Il y avait un hymne chez IBM d'ailleurs. Ils ont été les premiers à avoir un hymne. Vous pouvez taper dans Google hymne IBM, ils ont un hymne à la gloire du fondateur, alors qu'ils s'en servent plus maintenant, hein, mais parce que c'est une boîte qui est très ancienne. Hein. Et ils ont inventé la culture, ils ont été un précurseur de la culture d'entreprise. On vient en costard de la même couleur, on dit nous. C'est très dur d'arrêter de dire nous quand vous quittez IBM. J'ai mis quasiment 5 ans à arrêter de dire nous après IBM. À 5 ans, j'exagère, parce que 5 ans. Non, 5 ans, parce que c'est le moment où j'ai rejoint LEDR. Donc entre 2010 et 2014-2015, quand je racontais aux gens IBM, je disais nous. Parce que il y a une culture très forte en fait. Et quand vous lisez c'est marrant parce que IBM, c'est une sorte d'ancien Apple. Ils ont inventé le PC, ils ont inventé plein de trucs, et il y a cette fierté on a inventé la disquette, on a inventé ceci, on a inventé cela, qui est pas encore totalement éteinte, en tout cas qui n'était pas quand j'y étais. Et donc voilà, vous allez analyser les fondateurs, vous allez regarder l'histoire, vous allez regarder le métier de l'entreprise. Parce qu'en fait, la culture découle du métier. Il est évident que nous, si on a comme valeur l'apprentissage et la radicalité, c'est parce qu'on est une école. Parce que pour enseigner, il faut apprendre, et pour enseigner, il faut une certaine forme de radicalité. Parce que pour vulgariser quelque chose à quelqu'un, tu as besoin de lui expliquer clairement, frontalement, puis après on rentre dans la nuance. Donc vous voyez, la culture qu'on a, elle s'adapte au métier. Toujours comme ça. C'est impossible d'avoir une culture en opposition avec le métier sur lequel vous êtes. Ce que je vous disais tout à l'heure, un hôpital ne pourrait pas avoir de valeur. Ce ne serait pas possible. En tout cas, n'allez pas dans cet hôpital. Il fermera bientôt. Autre truc que vous pouvez regarder, c'est les tabous et les rites. Qu'est-ce qui est tabou dans la boîte? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Qu'est-ce qui ne se pense pas? Qu'est-ce qu'on ne remet même plus en question? C'est quoi les rituels? On reviendra, je vous expliquerai on détaillera ce que peut être un rituel avec les nôtres. Et pour finir, sur cette partie, vous avez des marqueurs culturels. La culture, en fait, elle est intangible, mais elle se reflète dans des marqueurs culturels. Il y en a plein qui sont hyper connus. Typiquement, alors je sais pas si c'est une vraie histoire. Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. On dit que chez Amazon, au début, les bureaux, c'était des portes posées sur des tréteaux. Quand vous arrivez dans une boîte et que tout le monde travaille sur des portes, vous posez forcément une question. Et on vous répondait, voilà, Amazon, c'est un business de faible marge, et donc 1 centime, c'est 1 centime. Donc ça déclenche une discussion. A l'inverse, ça ne marcherait pas chez LVMH. Vous imaginez, vous vendez du luxe et vous êtes sur des portes comme des clochards. Pas possible. La culture, forcément, en adéquation avec votre secteur. Pareil, Facebook, marqueur culturel hyper fort. Leur slogan, c'était « Move fast and break things ». On va vite, on casse des choses. Qui est un truc qui est hyper choquant dans une culture de développeur. Un développeur, son métier, c'est de réparer des choses. Et le slogan de la boîte, alors ils l'ont changé il n'y a pas si longtemps que ça, le slogan de Facebook, c'était « Va vite, casse des choses ». Parce qu'en fait, pour aller vite, il faut casser des choses. Donc les marqueurs culturels, c'est des trucs comme ça qui déclenchent des chocs chez les gens. Quand ils les voient, ça déclenche une discussion, ça déclenche une réflexion. Je vous montrerai les nôtres, ça arrive dans 2 secondes. On va étudier notre cas et je refais mon disclaimer, mon avertissement du début. C'est pas du tout... L'idée, c'est pas du tout de vous dire voici une bonne culture. Parce que de toute façon, on l'a vu, il n'y a pas de bonne culture, pas de bonne ou mauvaise culture. Donc mon propos n'est absolument pas de vous dire c'est une bonne culture, mais encore une fois, je suis capable de savoir d'où elle vient, j'étais là au début, je peux vous l'expliquer plus facilement qu'une culture que je ne connais pas. Donc je suis arrivé, 2015, enfin en vrai 2014, octobre 2014. On est dans une boîte qui s'appelle Link Humans à l'époque et qui est formée de 5 personnes. Je suis la 5e personne. Et au bout de 3 mois, l'entreprise explose. Il y a 2 fondateurs, ils s'embrouillent, mais vraiment comme un divorce. Hein, et ils me disent, Nicolas, tu vas avec Laurent, les autres, vous allez avec Jean-Christophe.
Mais ça s'est passé vraiment comme un divorce, avec la violence que ça peut avoir, etc. etc. Et donc, il y a eu un refondement de l'entreprise, une refondation plutôt. Une refondation de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est comme si on lançait une nouvelle boîte. Donc, je me suis retrouvé avec Laurent à lancer une nouvelle boîte. Au début, on était entre nous, on faisait. D'ailleurs, c'est marrant, quand je suis arrivé, Laurent m'a dit je veux à tout prix rester une toute petite boîte. 2, 3 maximum. Aujourd'hui, on est 12. Et on se disait que. On travaillait ensemble, on faisait des formations en présentiel, on pouvait. D'ailleurs, on aurait pu vivre pendant très longtemps à 2. On faisait largement de quoi faire des salaires confortables à 2, en freelance, pas en freelance, mais en consultant, en allant en présentiel. Et un jour, Laurent m'a dit j'ai envie d'avoir un impact plus grand que ça. Et pour avoir un impact plus grand que ça, il faut qu'on trouve une version scalable, c'est-à-dire qui peut monter à l'échelle de ce qu'on fait. Donc il faut forcément des vidéos. Et c'est là qu'on a lancé ce qui est devenu le parcours. En se disant qu'on pourrait monter à l'échelle, alors ça impliquait plein de choses. C'est une boîte qui était une boîte d'individualistes, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a des moments où je ne voyais pas Laurent pendant des mois. Parfois, je lui faisais la gueule. On faisait la gueule pendant 3 mois. À une boîte avec une équipe. Alors qui a gardé un côté un peu individualiste. Souvent, les gens nous disent c'est une boîte. Chaque personne est une petite boîte dans la boîte. C'est moins vrai que ce que ça n'était. Il y a 4 ans, mais ça reste un peu vrai quand même. Donc il y a eu cette refondation, on a fini par être 4-5. Et à ce moment-là, d'ailleurs c'est ce moment où je découvre les vidéos de Oussama Hamar sur la culture et je me dis c'est un truc intéressant, c'est hyper important, on le fait intuitivement, mais il va falloir l'expliciter. Parce que là, pour l'instant, on a recruté nos potes. Qu'est-ce qui va se passer quand on recrute des gens de l'extérieur? Et qu'est-ce qu'on veut être? Qui on veut être? Donc on a commencé par exprimer ce qu'on voulait être à l'extérieur. D'ailleurs, on a commencé, à exprimer au monde ce qu'on voulait être. Qu'est-ce qu'on voulait pour le monde externe? C'est normalement la phase la plus simple. Si vous avez du mal à écrire un manifeste, il y a généralement un problème. Alors vous n'êtes pas le fondateur, donc peut-être plus compliqué, mais le manifeste, la mission de l'entreprise est censée être plus claire que l'interne. Parce que c'est ce que vous voulez projeter au monde. Typiquement, ce qu'on appelle le mission statement, la déclaration de mission de Uber. Quelqu'un la connaît? Qui n'est pas un de mes élèves, qui n'a pas déjà fait le cours. Est-ce que quelqu'un connaît la déclaration d'Uber? C'est quoi leur but? Leur déclaration, c'est rendre le transport aussi courant que l'eau potable. Ça a plusieurs implications. Ça vous donne l'ambition et ça vous dit aussi que c'est pas forcément un business de voiture. Enfin, de transport, je veux dire. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a Uber Eats. Pour ça, peut-être qu'un jour, il y aura Uber, quelque chose d'autre. Mais en tout cas, leur idée, c'est autour du transport, en faire quelque chose d'aussi courant que l'eau potable. Airbnb, quelqu'un connaît? Airbnb, alors c'est dur à traduire en français, c'est chez toi ailleurs. Chez toi même ailleurs. Et pour avoir des voisins Airbnb qui m'ont empêché de dormir toute la soirée, je peux vous dire que c'est un slogan qui est appliqué. Hein. Les mecs sont chez eux. Donc normalement, vous avez ce manifeste, on l'a rédigé. Alors je vous ai mis un extrait. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est un peu long, mais je vous lis un extrait. Ce texte, je l'ai écrit avec Laurent il y a 5 ans, mais il n'y a quasiment rien à enlever. En l'éducation, nous croyons. Nous croyons que plus que jamais, l'éducation est au centre de tout. Maintenant que les barrières à l'entrée du savoir ont explosé, l'éducation devient paradoxalement cruciale. Dans un monde où le savoir est à un clic, il n'y a plus d'excuses pour ne pas être formé. La formation devient un élément à part entière de tous les métiers. Celles et ceux qui n'investiront pas dans leur éducation en paieront le prix sur le moyen terme. Négliger son éducation parce qu'on n'a pas le temps revient à refuser de faire de l'essence dans sa voiture car on est pressé. Alors, je vous l'ai coupé. On arrive à la suite. L'éducation est donc bien l'étincelle de ce cercle. La performance crée de la reconnaissance crée du plaisir, le plaisir crée de la performance crée de la reconnaissance, et ainsi de suite. Mais qui est l'œuf? C'est l'éducation. C'est elle qui permet à la fois de créer la performance, la reconnaissance et le plaisir, etc., etc., etc. Alors la seule chose qui a changé, c'est qu'on a dit le recrutement devrait avoir une école. On a fini par le faire vraiment. Et ça finit avec nos 3 croyances. Nos 3 croyances, c'est que la phrase d'un stagiaire vaut autant que le discours d'un DRH. C'est qu'on est radicaux, donc on ne choisit pas ce qui est tiède. Et c'est que transmettre, ça veut dire qu'on veut être radicaux, mais
pour apporter quelque chose. On vient jamais en disant à quelqu'un ta boîte elle est nulle, tu recrutes comme une merde. Le but c'est toujours, si j'ai pas pour but derrière l'éducation, je me tais. Quand je dis aux gens le recrutement n'est pas RH, c'est que j'ai une visée éducative derrière. J'ai d'autres trucs que je pense qui sont pas intéressants. Et donc je vous ai dit, je me suis intéressé à ce que je voulais dire au monde externe. Et là le plus dur a commencé. Il a fallu m'intéresser à ce que je voulais dire en interne. On a beaucoup réfléchi, on a appelé un consultant d'une grosse boîte de pub sur les Champs-Élysées qui nous a dit vous, votre culture, c'est que vous êtes fun et décalé. Ok, merci. Ça fera 2000 €. Donc, ceci est un vaste échec. On s'est dit, ok, on va le faire nous-mêmes en fait. On va ausculter nous-mêmes notre culture. C'est bon, on est 5, on devrait pouvoir y arriver. Donc, j'ai commencé à partir à la recherche de la culture et on a écrit. Alors, j'ai fait le gros du texte, mais après, pour pas que ça soit juste la version de Nicolas de la culture LEDR, j'ai demandé à Mohamed et à Laurent de le réécrire. Enfin, de voir ce qu'ils avaient apporté, de l'amender. Donc c'est un truc qu'on a écrit à 3, même si j'ai proposé le premier jet. Ça a donné les 10 commandements. Alors vous verrez que nous on aime bien les trucs grandioses. Donc ça a donné les 10 commandements. Je vous les fais pas tous et ils sont disponibles sur notre site. Hein. Si vous allez sur l'école du recrutement.fr, que vous cliquez sur nous connaître, vous aurez les 10. Je vous mets les 3 plus importants, enfin les 3 que je voulais vous présenter. Le premier c'est apprendre et toujours apprendre. Il faut que tu apprennes en permanence, vidéo, Google, livres, articles, films, peu importe. Toujours apprendre est crucial, car l'apprentissage et la transmission sont étroitement liés. Pour transmettre, il faut apprendre. Et la transmission est notre raison d'être. Si tu ne prends pas ce temps pour apprendre, tu ne peux pas avoir ta place dans l'équipe. Cherche, renseigne-toi, écoute. L'apprentissage permanent fait partie de ta mission, quel que soit ton poste. Aucune excuse possible sur le sujet, sinon tu vas vite manquer de légitimité. Vous remarquez plusieurs choses dans ce texte. Ça va être à la messe. Vous remarquez dans ce texte de Matthieu, vous remarquez plusieurs choses dans ce texte, c'est que premièrement, j'essaye pas d'en faire une version positive. C'est-à-dire que je te dis, si tu prends pas ce temps, en gros on te vire. T'as pas ta place dans l'équipe. Et je dis à la fin, tu vas manquer de légitimité. Et d'ailleurs, c'est pas des paroles en l'air. Les dernières personnes dont on s'est séparés, c'était quasiment toujours à cause de ce commandement. C'est le commandement numéro 1 de chez nous. Donc on cherche pas à faire bien. Et d'ailleurs, quand j'ai les gens en entretien culturel, j'essaye toujours de leur dire, ok, est-ce que tu vois la version négative du commandement que je t'ai présenté ? La version négative de ça, c'est que si jamais tu as un problème, tu manques de confiance en toi, apprendre peut être douloureux. J'ai remarqué que pour les gens qui manquent de confiance en eux, apprendre peut être très douloureux parce qu'ils se sentent bêtes. Et comme ils se sentent bêtes, ils bloquent. D'ailleurs, c'est très facile de voir les gens qui ont un complexe d'apprentissage. C'est tous les gens, vous n'avez pas vu un film et vous dites « Oh, t'as pas vu ce film ?» Ah bah non. Ou alors tu leur dis je sais pas où est Marseille sur une carte et ils se moquent de toi. Parce qu'en général, on se moque de ce que nous, on a nous-mêmes honte. Moi, j'ai aucun problème à te dire je ne sais pas du tout où est l'Irak. Je sais que c'est à côté de l'Iran, mais comme je sais pas où est l'Iran, j'ai pas de problème à dire que je suis nul en géographie. Et donc en fait, on cherche chez nous des gens qui sont très très à l'aise avec leur ignorance. Dire moi je sais pas ça. Et ben vas-y, explique-moi. Parce que pour apprendre, vous êtes obligé de dire je sais pas. Je remets mon avertissement du début. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde devrait être comme ça. Mais c'est ce qu'on aspire à être chez nous. Autre règle, ça va parler à Julie. Pareil, vous voyez ce commandement qui est dit les choses. J'essaie d'être le plus lucide possible. Alors c'est toujours dur, on a toujours un manque de lucidité envers soi-même. J'essaie d'être le plus lucide et de ne pas être de mauvaise foi. Dire et d'être cohérent dans le commandement. On peut pas dire. Souvent les gens ils me disent ouais moi je dis les choses, mais avec bienveillance. Ok, tu dis pas les choses. C'est la bienveillance ou dire. C'est-à-dire que on peut évidemment dire les choses de manière bienveillante. On peut pas dire les choses et être malveillant. Mais quand il y a le choix entre les deux, qu'est-ce que tu choisis ? Dire les choses même ça blesse ou alors te taire parce que ça va blesser. Donc on exprime le choix très clairement dans les commandements, c'est dis les choses avec ou sans bienveillance. À seul ou à plusieurs. Et je vais même plus loin, je décris ce qui se passe pour les gens qui ont du mal avec ce commandement, c'est qu'ils disent toujours « Ah, j'aurais pas dû dire ». Alors c'est l'inverse, ils disent trop tard. Pareil, je répète,
Ce sont les commandements internes de la boîte. C'est en aucun cas un appel chez vous à faire ça. Il y a des boîtes où c'est l'inverse. Et comme je l'ai montré tout à l'heure dans le cadran, la contre-valeur de ça, ce serait une boîte où il y a la diplomatie. On dit, chez nous, ce qui compte, c'est les sentiments de chacun, on est diplomate, on dit les choses, voilà. Mais c'est très bien. Et, dernier commandement, la démocratie ne marche pas en interne. Alors, qu'est-ce que dit ce commandement ? Je vous le résume. En gros, il dit, on ne croit pas que la démocratie soit la meilleure manière d'organiser une équipe de sport, une petite équipe. Pourquoi ? Parce que les joueurs de foot ne délibèrent pas sur le terrain de la stratégie. Pourquoi ? Ça va trop vite. Et aussi parce que, c'est un autre commandement qu'on a, tout le monde se fait confiance. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'échelle d'un pays, je suis radicalement en faveur de la démocratie, au point d'avoir écrit un article qui s'appelle « Pourquoi la France n'est pas une démocratie et comment on pourrait le devenir ?» À l'échelle d'une entreprise, pas du tout. Pourquoi à l'échelle d'une... À votre avis, pourquoi à l'échelle d'une nation, je suis favorable à la démocratie et pas à la dictature ? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que je suis je suis pour la démocratie à grande échelle sur une nation? Parce que l'impact dans ta vie au quotidien n'est pas le même. Même si c'était je vais te dire un truc. Si c'était une tribu, d'ailleurs tu remarqueras que les tribus sont rarement démocratiques. C'était une tribu. Tu remarqueras que les familles sont rarement démocratiques. Dans ma famille, je sais pas comment ça se passait chez vous, moi c'est pas une démocratie. Mon père disait on se couche à 9h, on se couche à 9h. C'est pas une démocratie. Pourquoi à l'échelle d'une famille je suis pour une dictature et pas à l'échelle d'un truc plus grand? Facile de se faire confiance. Ah, la confiance. Le point fondamental, c'est la confiance. Je ne fais pas confiance en mes concitoyens et mes concitoyennes. Il y a des gens qui votent FN, des gens qui votent PS, des gens qui votent UMP, etc. Je suis vieux, je dis PS, je suis UMP et FN comme les vieux. Les Républicains et Rassemblement National. En fait, il y a des conflits d'intérêts tellement grands. Déjà, le pays, personne n'a été recruté. Il suffit de naître pour être français, donc on n'a pas été recruté pour être français. Et du coup, on a des conflits d'intérêts. Et tant que j'aurai des conflits d'intérêts, j'espère pas avoir une dictature. J'espère justement que ça permet d'équilibrer les intérêts contradictoires. Alors que dans une boîte, non, je fais confiance à tout le monde. Je fais confiance. Tu me dis demain, Laurent Broy, je lui donne ma carte bleue personnelle pendant 1 mois et je m'en vais, je dors sereinement. Je dors vraiment très sereinement. Tu me dis, ma meuf, il lui arrive un truc de grave niveau santé, je suis à l'étranger, c'est Aurélien qui s'en occupe, je dors sereinement. Tu vois, je suis avec des gens, j'ai confiance, je sais qu'on va bégayer, je sais qu'on va paniquer, je suis avec des gens dans lesquels j'ai confiance. Et donc comme j'ai confiance, la dictature ça me va, ça va plus vite, parce que j'ai confiance. Pareil, même sur une idée comme choisir un resto, je sais que les gens chez moi, ils vont choisir des bons restos. Un Français moyen, non, il va m'amener un truc, il va m'amener un McDo, un Five Guys, un truc dégueulasse. Je sais qu'ici, on partage le même goût de la même nourriture. Donc tu vois la nuance, c'est que à mon échelle, l'entreprise, c'est pas un pays parce qu'on a recruté les gens, on les a choisis à l'intérieur. Passons à la partie sur les symboles, les marqueurs culturels. Un des symboles qu'on a, c'est le télétravail. Et d'ailleurs, c'est même pas télétravail, puisque télétravail, je crois qu'il y a un truc que tu dois venir, c'est un jour dans la semaine, je sais pas quoi, c'est du home office en fait. C'est-à-dire que c'est même pas du home office. En vrai, on s'en fout. En vrai, on n'en parle même pas. C'est d'ailleurs comme ça que je remarque en entretien quelqu'un que probablement je vais pas recruter, c'est que ça lui paraît incroyable le télétravail. Parce que ça lui paraît bizarre. Même si c'est bizarre positivement, il s'en rend compte. Et vous voyez d'ailleurs, typiquement, les gens qui vous disent qu'ils ont l'esprit start-up, c'est totalement les gens qui l'ont pas. Les gens qui vous disent on a des intrapreneurs. Aucun entrepreneur ne dit jamais qu'il est intrapreneur. Donc en fait, vous voyez dans ce qui choque les gens, de quel bois ils sont faits. Pareil, quelqu'un qui se choque du tutoiement, je sais qu'il ne pourra pas venir ici. Et vice versa, moi j'aurais du mal à aller dans une boîte où vous voyez les gens. Et donc, comme symbole, on a le télétravail. Le télétravail, mine de rien, c'est un marqueur culturel d'une des valeurs qu'on a. Dans les commandements qu'on a, on a tu es libre et responsable, et on a tout le monde te fait confiance. Et donc si tu es libre et responsable, travaille où tu veux. Pareil, chaque personne qui rentre dans l'entreprise, elle reçoit un Kindle. Avec le compte de l'entreprise, avec les livres de l'entreprise, avec une bibliothèque déjà chargée, qu'on partage. Et en fait, à votre avis, ça marque quel commandement ça? Apprendre, toujours apprendre. T'arrives, on te dit voilà, t'as un Kindle. On te dit les vacances sont illimitées. Et d'ailleurs, pareil, ça c'est arrivé, tout ce que je vous dis, ça a été construit. Le Kindle, il n'y en avait pas au début pour se dire, ça serait intéressant. Vacances illimitées, c'est pas le cas. Jusqu'au jour, un jour, je me suis pris la tête avec Laurent.
en disant mais attends, pourquoi il faut que je déclare mes vacances alors que je déclare pas quand je fais 13 heures d'affilée alors que c'est interdit par le code du travail. Donc au bout d'un moment, on va dire qu'on a vacances illimitées, point. Et donc quand quelqu'un arrive et que tu lui dis les vacances sont illimitées, ça déclenche forcément une discussion. Un bon marqueur culturel déclenche une discussion. Ah mais pourquoi? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas mis, je l'ai oublié, tiens, j'y pense maintenant. Comme marqueur culturel qu'on a, on a un variable collectif pour les commerciaux. Je regarde avec des yeux, voilà le choc. Voilà, c'est que tu pourrais pas être commercial chez nous. On a un commandement qui s'appelle « on vit ensemble, on meurt ensemble ». Et donc si on vit ensemble, on meurt ensemble, forcément le variable est collectif. Et d'ailleurs, c'est quoi? Je reviens toujours, hein, le côté négatif de cette valeur, de ce marqueur culturel, c'est que si jamais une personne, un commercial, est en sous-performance, elle est virée dans le mois. Parce que les gens ils se rendent compte, ils disent mais non, c'est pas possible, je vais pas partager mon variable avec lui ou avec elle. Alors que dans une boîte où les variables sont individuelles, quand tu as quelqu'un qui est en galère, chacun sa merde. Ça va pas impacter mon variable à moi. Donc ici, le variable, il est totalement collectif. Parce qu'on veut être cohérent avec on vit ensemble, on meurt ensemble. Ce qui ne veut pas dire que j'appelle toutes les boîtes à le faire. Il y a des boîtes où au contraire, il faut absolument mettre un variable individuel si vous voulez que les gens performent bien. Encore une fois, hein, ce qu'on fait chez nous, c'est pas reproduire ailleurs forcément. Pas d'horaire, ça va avec le télétravail. Bibliothèque, pareil, on a un fort appétit pour la bibliothèque, pour les livres, pour les discussions abstraites. Ça déclenche des discussions. Autre partie importante de la culture, c'est les rituels que vous avez mis en place. Chez nous, il y a principalement deux rituels. Les deux grands rituels, c'est la réunion du lundi. Donc la réunion du lundi, c'est une réunion qui est par Skype, tous les lundis à 10h. Elle a été créée parce qu'on ne se voyait pas. Parce qu'un des problèmes du télétravail, c'est que vous commencez à déprimer parce que vous êtes tout seul, vous voyez personne. Un autre problème, c'est que votre semaine, elle a tendance à commencer mardi après-midi. Moi, s'il n'y avait pas la réunion du lundi à 10h, je commencerai à travailler mardi à 14h, c'est sûr. Trop dur, t'es là, t'as aucune contrainte, t'as aucune raison de commencer un lundi, tu sautes lundi. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a lundi 10h, souvent moi je me réveille à 9h45, voire 9h55, je me réveille, bam, je m'assieds là et je commence la réunion. Donc ça me met en jambe en fait, ça nous met en jambe. Et dans la réunion du lundi, on fait quoi? Donc le format a évolué petit à petit, et maintenant qu'on est 12, c'est première partie, les gens racontent leur priorité de la semaine. C'est quoi ta priorité de la semaine? Donc chacun fait le tour des priorités, ça permet à chacun d'avoir un espèce de panorama global et succinct de qui fait quoi en ce moment. Deuxième partie, c'est le Ask Anything. Donc, je sais pas pourquoi ça s'appelle en anglais, il faut trouver une version française ce truc-là. Donc il y a un Ask Anything. Ask Anything, donc on a désigné quelqu'un la semaine dernière qui on lui pose n'importe quoi comme question, mais vraiment n'importe quoi. Ça peut être pourquoi t'aimes le chocolat, ça peut être des trucs plus professionnels. Enfin, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde te pose n'importe quelle question. Alors les questions sont à l'écrit, hein. On ne pose pas à l'oral, c'est dans le Slack, tout le monde écrit. D'ailleurs, je n'ai pas mis Slack. Slack, gros élément culturel chez nous. Je pense qu'on ne pourrait pas vivre sans Slack. Tout le monde voit Slack, l'outil interne de discussion. On n'envoie aucun mail interne. Aucun mail interne. Surtout à moi, parce que moi je ne joue pas mes emails, donc ils savent qu'il n'y a pas besoin d'envoyer des emails. Ils me transfèrent des captures d'écran d'email à l'intérieur du Slack. Et je vous disais quoi? Oui, réunion du lundi. Troisième, donc 1, la priorité de chaque personne. 2, le Ask Anything. 3, ça s'appelle LEDR vous parle. Donc en fait, c'est des sujets type, ça peut être les prochaines réunions, ça peut être des sujets de recrutement, tous ces sujets qui sont des sujets transverses. Donc c'est Laurent ou moi qui nous prenons la parole en général sur LEDR vous parle. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire en tant qu'organisation. Et la dernière partie, free speech. Tu dis ce que tu veux. Donc est-ce que quelqu'un a un truc plus particulier à dire? Voilà, ça dure environ un quart d'heure. La réunion dure environ entre 1h et 1h15. Tous les lundis, donc de 10h à 11h, 11h15. Voilà, pareil, free speech, tout le monde dit ce qu'il veut. Le deuxième rituel qu'on a chez nous, c'est... Je déteste ce nom, j'ai fini par l'adopter, c'est le POO. Donc ça a été inventé par Mélodie comme nom, POO, donc comme les Indiens, hein, P-O-W. Donc pendant les POO, on réunit physiquement toute la boîte, une fois par trimestre. Donc une fois par trimestre, tout le monde vient. Donc que ce soit Laurent qui habite à Marseille, Pierre-Luc qui est à Metz, Mélodie qui est à Athis-Mons, qui est en banlieue parisienne, mais en fait c'est encore plus loin que quand t'es à Marseille. Tout le monde vient physiquement.
Et on fait 2 jours où on discute de plein de choses. Donc c'est codifié. Au tout début, c'est quelles sont vos attentes de la journée. Après, c'est chacun raconte une victoire ou une défaite. Voilà. Après, il y a un programme. Voilà. C'est hyper codifié, hyper ritualisé, au point que ça peut faire même secte. Alors Morgane est partie au moment où je disais ça. Mais Morgane, elle a fait son premier pot il y a 15 jours. Ouais, c'est chelou. Hein. T'arrives, les gens ils lisent des commandements comme on lit des commandements de secte. C'est très violent. C'est très ritualisé en fait. Et donc c'est un moment où la boîte, on traite de sujets qu'on ne pourrait pas traiter chacun dans notre coin. Et la boîte grandissant, depuis 2 ans, on a même 1 an et demi, on a mis les autotunes. Donc autotunes comme vocodeur. Donc là, c'est tous les mois. C'est une seule journée au lieu de 2. Et l'autotune, le but, c'est moins de prendre c'est pas de prendre des trucs stratégiques en main, c'est plutôt réaccorder les gens. D'où le nom autotune, on se remet à la même note. Permet de réaccorder tout le monde, parce que vu que tout le monde fait dans tous les sens, ok, on se remet à la même note. Et ça, c'est tous les mois. Quasiment tous les échecs de recrutement qu'on a eus ont été des échecs culturels. Et d'ailleurs, c'est un truc que je crois vraiment, c'est que les gens sont rarement de bonnes ou mauvaises recruteurs, recruteuses, ou de bons ou mauvais commerciaux. Ils sont bons ou mauvais dans votre organisation à vous. Alors, il y a évidemment un truc absolu, mais il y a quand même une histoire de compatibilité. Comme en amour, hein. Vous ne pouvez pas vous marier avec tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que le commandement, la valeur qui fait souffrir le plus les gens, c'est tout le monde te fait confiance. C'est très contre-intuitif pour quelqu'un comme moi qui s'aime beaucoup. Les gens qui ont moins d'amour pour eux-mêmes vivent ça très violemment. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas mériter la confiance. Et ils ont du coup l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. Ils ont en permanence l'impression qu'on ne fait pas confiance. Et comme on part du principe qu'on fait confiance par défaut, c'est une boîte avec beaucoup moins de gratitude qu'une autre. Nina dit souvent, moi le maximum de la gratitude que tu me donnes, c'est un pouce vers le haut dans Slack. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, par défaut, la boîte me semble extraordinaire. Et les gens me semblent extraordinaires, donc je leur dis plus qu'ils sont extraordinaires. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et donc j'insiste sur ce point que chaque valeur a une contre-valeur et un effet négatif. Il n'y a pas de valeur universellement bonne. Même la confiance, c'est pas une valeur universellement bonne. Autre échec qu'on a, c'est sur apprendre, ce que je veux dire. Apprendre, toujours apprendre. Pareil, les gens ont tous l'impression qu'apprendre c'est cool. Apprendre c'est douloureux. Hein. Quand t'es enfant, apprendre c'est cool. Et encore, même quand t'es enfant. Et après, c'est très douloureux d'apprendre. Dis les choses, c'est infernal. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus dur dans Dis les choses? Dans une boîte où tout le monde peut s'insulter, peut dire tout et n'importe quoi. Tout le monde pense que c'est ça, mais c'est de pouvoir les dire. Parce qu'en fait, c'est très dur de dire à quelqu'un ce que t'as fait, c'est nul. C'est très très dur. Ou de dire là je suis en galère, aidez-moi. Alors t'as raison, c'est évidemment, hein, c'est aussi dur, d'ailleurs je l'ai écrit, c'est aussi dur d'entendre. Hein, mais c'est encore plus dur d'être en vulnérabilité. Et de se dire voilà, maintenant, parce que mine de rien, faire une critique à quelqu'un, c'est être vulnérable soi-même. Souvent les gens vous disent, dans les relations amoureuses, je lui ai menti pour la protéger ou pour le protéger. En vrai non, tu mens pour protéger ton image de toi-même. D'ailleurs vous remarquez qu'à chaque fois que vous dites à quelqu'un, j'ai fait ça pour toi, il dit pas, oh c'est trop sympa. Il y a une embrouille derrière. Ouais mais je suis venu à Paris pour toi. Ça se passe jamais bien, cette phrase. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, pas pour les gens que vous le faites, c'est pour protéger votre propre image. Et j'en viens à mon dernier chapitre qui est ma conclusion, qui est une sorte de mini tutoriel, alors aussi humblement que je puisse le faire, hein, parce que ce que j'ai appris, je l'ai appris en lisant beaucoup, en pratiquant, mais par définition, je le répète, la culture elle est unique, et donc la manière de la trouver elle est unique. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme invariable? Première étape, comment font les autres? Regardez comment font les autres, mais en n'oubliant pas que vous allez voir leur extérieur. Comme dans la vraie vie. Comparez pas votre intérieur avec l'extérieur des gens. Sur Instagram, les gens ont l'air tous cool. Sur le document des valeurs, tout le monde a l'air cool. Il paraît que même nous, on a l'air cool sur les valeurs. Je comprends pas pourquoi. J'ai essayé de faire un document repoussant. Tout le monde me dit « Oh, c'est trop cool !» Puis 3 mois après, ils disent « Ah, je comprends mieux ce que tu voulais dire. » Mais quand ils lisent le document, les gens, ils trouvent ça cool. Ça ne l'est pas. C'est tout sauf cool de travailler chez moi. Mais vraiment. C'est violent, c'est intense, c'est chelou. Alors il y a des trucs cool derrière, comme toutes les boîtes. Donc première chose, comment font les autres et comment font les autres qui font bien. Donc moi je me suis inspiré notamment de Netflix.
le SlideShare. Je me suis inspiré de... Il y a un livre qui s'appelle L'entreprise du bonheur. Alors en anglais, ça marche pas. Enfin en français, ça marche pas. Le vrai titre, c'est Delivering Happiness, qui marche beaucoup mieux. Parce qu'en fait, ça a été écrit par Zappos. Qui connaît Zappos? Qui connaît Zalando? Sarenza? Voilà. Bon, Zappos, c'est le vrai Zalando Sarenza, c'est la boîte originale. Donc Delivering Happiness, c'est un jeu de mots à la fois sur rendre les gens heureux et leur livrer du bonheur. Et il raconte comment il a ausculté la culture, comment il l'a déployé, comment ils ont créé un document culturel. C'est hyper intéressant. Alors il parle pas que de ça, il parle aussi de sa vie à lui, c'est une mini-bio du fondateur, mais c'est hyper intéressant là-dessus. Vous aviez aussi Insanely Simple, qui raconte la culture chez Apple et leur obsession de la simplicité. Et donc en fait, j'ai été regarder ce que faisaient les autres. Et une fois que j'ai compris ce que faisaient les autres, j'ai essayé de me demander, en toute lucidité et en toute bonne foi, qui j'étais. Alors là, je dis je au sens entreprise. Hein. Qui je suis en tant qu'organisation. Et pareil, essayez de vous regarder avec le moins de mauvaise foi possible. Allez sur Glassdoor, demandez aux gens, sondez les gens autour de vous. Posez-vous la question, posez aux nouveaux arrivants. Tout ce qu'on a vu pour comment l'ausculter, mais posez-vous la question de qui vous êtes et faites des choix. Si vous êtes une start-up, bah virez tout le monde et restez à 5. Vous êtes un grand groupe, bah vous êtes un grand groupe et assumez ce que vous êtes, c'est bien. Et heureusement qu'il y a des grosses boîtes. Heureusement qu'il y a des administrations. Heureusement qu'il y a des petites boîtes. Heureusement qu'il y a des artisans. Heureusement qu'il y a des... Enfin, il faut de tout pour faire un monde. Donc il faut assumer ce que vous êtes sans fantasmer sur ce que vous n'êtes pas. Il y avait Mélodie qui disait, elle a vu Adecco a sorti une école de recrutement. Et j'étais très content parce que ça prouve qu'on est bien l'étincelle du cercle et que le concept d'une école de recrutement commence à prendre parce qu'on ne pourra jamais faire nous-mêmes une école de recrutement de 1000 personnes. Donc il y a Adecco qui a lancé une école de recrutement et Manpower, je dis ça pour le CSA. Manpower et Adecco ont lancé leur école. D'ailleurs Manpower, je pouvais participer à leur école en tant que prof. Et Adecco, en fait, ils ont lancé avec leur promo avec la ministre du Travail. Donc leur promo s'appelle la promo Muriel Pénicaud. Alors Muriel Pénicaud, pour les gens qui regardent cette vidéo dans 3-4 ans, parce qu'on l'aura oublié, c'était la ministre du Travail. Et en fait, ils ont fait une promo Muriel Pénicaud, et Mélodie m'a dit bah, pourquoi c'est pas nous? Je dis mais attends, ça peut pas être nous, on est pas l'anti Muriel Pénicaud, en fait, pas en tant que personne, hein, je veux dire en tant que ministre. C'est l'inverse de ce qu'on fait ici. Forcément qu'un ministre il vient, il va dire mais c'est quoi, c'est taré. Jamais Muriel Pénicaud peut venir ici faire une photo devant des trucs avec des singes, des mecs en sweatshirt, des trucs sur les murs, un mec comme ça au fond là, avec un sweatshirt, les pieds sur la table. Mais c'est pas possible. De la même manière qu'il faut pas qu'un grand groupe rêve de faire ce qu'on fait, bah nous on rêve pas de faire ce qu'a fait un grand groupe. On veut pas être à la fois la piraterie et la marine. Décide, t'es la piraterie ou t'es la marine? T'es une multinationale ou t'es un petit groupe? T'es un rebelle ou t'es... D'ailleurs, c'est très compliqué pour Laurent, parce que comme Laurent est un rebelle, il se rebelle souvent contre lui-même. Et plus la boîte grossit, plus c'est problématique, parce qu'on dit mais Laurent, c'est toi le chef, tu veux pas te rebeller. Donc tu veux pas être tout à la fois. Donc choisis ce que tu veux être, et choisis-le en toute lucidité. Point d'après, donc j'ai sauté le point assume, parce qu'en fait j'ai fait les 2 points d'un coup. Assume qui tu es, et ensuite, dis ce que tu es de manière intelligible. Souvent, le gros problème, c'est qu'on comprend rien à ce qui est écrit. Donc dis ce que tu es de manière intelligible. Admettons que la boîte est trop grosse, il y a des enjeux légaux, vous ne pouvez pas communiquer à l'extérieur, au moins ayez un document interne qui dit de manière intelligible ce que vous êtes. Ayez un truc, des valeurs, même si vous ne les partagez pas à l'extérieur, qui permet à chacun de savoir exactement ce qu'on est. La phase d'après, bon je l'ai encore sauté. En fait c'était ça, le beurre ou l'argent, tu ne peux pas avoir le beurre ou l'argent du beurre. Tu ne peux pas être la piraterie ou la marine, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et même quand tu essaies d'avoir les deux à la fois, au bout d'un moment, tu es confronté au choix. Ce que je dis à tout le monde, tout le monde me dit ouais, je veux avoir un... Quand je coach, j'avais un blog, j'ai toujours un blog qui s'appelle Dessine-toi un emploi. Et quand je coach les gens là-dessus, les gens me disent ouais, je leur demande, ok, c'est quoi qui t'intéresse? C'est avoir un meilleur salaire ou avoir un travail qui t'intéresse plus? Ils disent les deux. Merci Sherlock. Évidemment que tout le monde préfère les deux. Personne ne te dit ouais, je veux un travail mal payé, pas intéressant, d'accord. La question, c'est entre un travail bien payé et moins intéressant ou un travail mieux payé mais moins intéressant, je dis 2 fois la même chose, non? Oui. Entre un travail mieux payé et moins intéressant, un travail moins bien payé et plus intéressant, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça la question.
Tu peux tromper ta meuf, tromper ton mec. Mais le jour où on le découvre, tu choisis quoi? De rester avec ou de bouger? Donc posez-vous vraiment la question, le beurre, l'argent du beurre, ça marche un temps. Partie d'après, posez-vous la question de quels sont les marqueurs culturels, analysez-les et éventuellement déployez-les. Typiquement, nous, la Kindle, on l'a déployé en conscience. Les vacances illimitées, on les a déployées en conscience. L'autotune, on l'a déployé en conscience. Le POO, c'est pareil. Il y a plein de marqueurs culturels, en fait, on les a déployés en conscience. Et un bon marqueur culturel, c'est un marqueur culturel qui déclenche immédiatement une question. Morgane, elle arrive dans le POO, elle fait « c'est quoi, c'est fou ?» Les mecs sont tarés, mec les nanas. Avant-dernière partie, intègre la culture au recrutement. C'est la réponse que je vais faire à Katia. On fait des entretiens culturels. Donc dans notre process de recrutement, il y a partie 1, entretien de découverte. Ça sert à se draguer mutuellement. Partie 2, entretien fonctionnel. Donc on essaye d'évaluer est-ce que tu as un bon recruteur, une bonne recruteuse, un bon commercial. Enfin, on t'évalue sur ton métier. Et ensuite, entretien culturel. D'ailleurs, je déteste les termes de soft skills pour savoir-être. Parce que savoir-être, ça laisserait entendre qu'il y a des compétences culturelles meilleures que d'autres. C'est pour ça que je parle de culture et non pas de savoir-être. C'est-à-dire que chez nous, le savoir... Putain, je suis tellement vieux à faire ça à chaque fois. Le savoir-être qu'on cherche, c'est des gens qui disent les choses radicalement. D'autres gens trouvent ça très impoli. Hein. D'ailleurs, dans ma vie, en général, mes amis sont très embarrassés avec moi parce que je dis pas bonjour dans les restaurants, je suis très associable. Quand les gens m'appellent, je dis la vérité. Enfin, je suis un mec insupportable à vivre. Mais dans mon organisation, ça marche. Il n'y a pas de valeur meilleure qu'une autre. Et donc, dans l'entretien culturel, comment je fais? Entretien structuré. Hein. Je fais la méthode basique de l'entretien structuré. Donc, c'est-à-dire que je définis mes critères culturels. C'est mes commandements, en fait, mes valeurs. Je regarde quelles sont les 3 valeurs que je vais évaluer pour le poste. Typiquement, pour un commercial, à votre avis, j'évalue quoi en premier? Dis les choses, parce qu'en fait, la culture commerciale est en contradiction avec dis les choses. Donc j'évalue dis les choses, j'en évalue 2 autres qui sont définies à l'avance, et j'ai des questions comportementales. Raconte-moi une fois où, par exemple, t'es pas d'accord avec ta hiérarchie, comment c'est passé? Voilà, question. Il y a un mythe qui voudrait que c'est plus compliqué d'évaluer la culture que d'évaluer le reste. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus compliqué parce que c'est plus complexe, on touche à des leviers humains, mais les mêmes techniques que tu appliques sur les compétences techniques, tu peux les appliquer sur les compétences culturelles. Donc on a un entretien culturel, point final. Et on valide ou pas, alors on n'a pas un flair à 100%, on fait des échecs. Et d'ailleurs après je me réfère à ce que j'avais dit en entretien culturel pour voir si j'avais les mêmes doutes ou pas. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et tu vois, on l'a structuré. Avant on avait des trucs de chaman. On faisait quelqu'un qui fume, ouais peut-être pas. Et faites pas ça chez vous, d'ailleurs j'aurais pas dû dire ça devant une caméra. Et d'ailleurs on a recruté des gens qui fumaient. Autre truc que je disais qui était un truc de chaman, c'était si quelqu'un fait plus jeune que son âge, on le prend pas. C'était pour voir la maturité. Quand je voyais quelqu'un et je me disais c'est marrant, cette personne je croyais qu'elle avait 5 ans de moins, problème de maturité. Ça c'est le truc de chaman qu'on était au début. Et après on a structuré le truc, ok, c'est quoi la maturité, comment on l'évalue, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer, c'est quoi l'apprentissage, on a structuré. Mais comme tout le monde, on a commencé par être des mauvais recruteurs. Hein. Croyez pas le contraire. Hein. On a toujours commencé par être des mauvais recruteurs. Puis après on a essayé de s'améliorer. Et la dernière partie, c'est parlez-en. Parce qu'en fait, le fait d'en parler autour de vous, ça permet il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que d'enseigner. Donc à force de parler, ça vous oblige à structurer la culture. Et pareil, à force, vu que c'est moi qui fais... D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est un point intéressant. Dans l'onboarding, dans l'intégration qu'on fait, on fait ce qu'on appelle une marche culturelle. Donc je marche avec toi pendant 1 heure. Alors, là, il fait trop froid, donc en fait c'est là. Mais donc on reste ensemble pendant 1 heure et je t'explique la culture. Comment on l'a créée, un peu ce qu'on fait maintenant, mais en accéléré. Et je vais dans les détails. Je dis, ok, c'est qui Laurent Broye? Laurent Broye, c'est 3 plus grandes qualités. C'est 3 plus grands bugs. Et je les décris. Et comme ça, la personne, quand ça leur arrive, dit ça que tu voulais dire. Parce que je trouve que c'est hyper important que la personne sache, le fondateur, à quoi il ressemble. Je sais pas s'il y a un cours de Nicolas dans l'intégration. Il paraît que Marion va commencer à en faire un. Mais en tout cas, voilà, on fait un cours sur, ok, c'est quoi la culture, c'est quoi les problèmes, qui est le fondateur, etc. etc.
Alors, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Avant de passer aux questions, je vous invite à regarder cet article qu'on vient de sortir. C'est l'encyclopédie du recrutement. Pour ceux qui l'ont connu l'année dernière, le volume 1, le volume 2 est sorti. Donc le volume 1, c'était quoi? J'ai donc disponible à ce lien. Le volume 1, l'encyclopédie, c'est quand on a monté l'école, je me suis dit, je vais essayer de répertorier tous les savoirs que j'ai et toutes les sources qui ont permis d'avoir ce savoir. Donc il y a des livres, des conférences, des articles, des vidéos. Voilà, il y a tout, il y a 10 ans d'expertise, plutôt 5 ans, parce que ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans d'expertise sur le recrutement dans un seul document. Et vous pouvez aller regarder les références. Et là, du coup, le volume 2, c'est sur un an. Sur l'année qui vient de s'écouler, toutes mes nouvelles références. Pour y accéder, vous tapez ça dans n'importe quel navigateur, vous laissez votre email, hop, et vous recevez un mail de Nina qui vous renvoie là-dessus. Et vous allez voir une partie sur la culture. Voilà qui amène à ma conclusion. Si vous devez garder un seul truc de ce talk, pourquoi je parle en anglais, j'en ai marre, c'est à cause de toi. Avant je parlais en français, depuis je parle en anglais. Ce qu'on peut retenir dans cette conférence, c'est que il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture. Et une fois que vous avez compris ça, mais vraiment dans votre chair, dans votre fort intime, tout se débloque. Parce que vous osez assumer qui vous êtes, vous osez polariser, vous osez être clivant, vous osez comprendre. Même un grand groupe a une culture. La culture de consensus, c'est une culture. Donc demandez-vous en toute honnêteté, qu'est-ce que vous êtes? Posez-vous la question autour de vous et assumez qu'une bonne culture, avant tout, c'est une culture qui repousse les gens dont j'ai pas envie, plutôt qu'une culture qui attire les gens dont j'ai envie. Et merci de m'avoir écouté et on va passer aux questions. Questions? Dans une grosse boîte, je sais pas qui doit faire ça. Et le travail d'auscultation, le travail de diagnostic, d'investigation, je pense que ça peut être pas mal d'avoir un groupe transversal en vrai. En vrai, d'avoir des recruteurs d'un côté, d'avoir le marketing d'un côté, d'avoir le... Si je devais garder une seule personne qui le fait, elle va me faire des ennemis. Hein. Non, en vrai, c'est le fondateur qui doit le faire. En vrai, du vrai. Le fondateur, tu peux l'aider. Moi, je dis toujours à Laurent, je suis payé pour mettre sur papier ce que tu as dans la tête. Donc en vrai, c'est forcément quelqu'un qui fait accoucher le fondateur. Forcément, ça vient forcément de lui. Alors je dis fondateur ou dirigeant, parce qu'il n'y a pas forcément un fondateur. Ou dirigeante, pardon. Réponse très décevante, j'en ai conscience. Alors, la question pour la vidéo, c'est comment on fait pour faire un retour à un candidat quand le problème c'est la culture, parce qu'en fait c'est plus facile de faire un retour sur les compétences techniques que sur une personnalité. Comment on fait en le faisant hein. Il n'y a pas de... Là, c'est comme si tu me demandais comment courir un marathon en courant. Donc c'est très difficile à accepter. Ils le prennent mal, t'allais dire ils le prennent mal. Ouais, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment t'as fait un retour à quelqu'un et il l'a pris mal? Ouais, parce qu'il était pas d'accord. Et il était pas d'accord sur quoi? C'est quoi le retour que tu lui avais fait? En gros, on cherchait quelqu'un qui allait très facilement vers les personnes, très sociable, parce que c'est un peu son relation avec le commercial, etc. Et que c'était quelqu'un qui était très introverti et il était pas d'accord. Donc la personne, tu lui dis qu'elle est introvertie, elle n'est pas d'accord, et c'est quoi les critères? Comment tu lui as expliqué la décision? Comment tu as évalué le critère introverti? Via Via Assess First. Ok. Et quand tu dis c'est mal passé, il t'a crié dessus, il t'a engueulé? Non, mais il a dit qu'on... Enfin, après, c'est lié à notre outil aussi, que la robotique peut pas juger une personne. Ouais. Il faut qu'on se rencontre. Mais il y a des candidats qu'on a rencontrés qui Ouais. disent que Et c'est grave? non. C'est pas grave. Surtout qu'en plus, là, le candidat rajoute un truc qui est, c'est de la robotique, ça ne veut pas juger. Alors pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information, Assess First, c'est une entreprise qui propose des tests de personnalité. Alors, je vulgarise, hein, ils n'aimeraient pas que je dise ça, mais des tests de personnalité fondés sur des caractéristiques scientifiques pour réussir à savoir, ok, quelles sont les caractéristiques culturelles qu'on partage tous, et il faut qu'il y ait un minimum d'adéquation pour qu'on te recrute. Si quelqu'un te dit, je crois pas aux tests robotiques, bah il peut pas venir chez toi. C'est le produit que tu vends. Le mec vient de te dire, ou la nana vient de te dire, je crois pas au produit que tu vends. C'est exactement ce qu'il vient de te dire, je crois pas au produit que tu vends et qu'il va devoir vendre. Donc en fait, au final, tant mieux. Donc, quand tu fais pour faire un bon retour, il faut que, ta décision soit solide. Si t'es pas solide, ça va être compliqué. Si jamais tu as fait je vous invite à regarder la vidéo, pour ceux qui n'étaient pas là, sur l'entretien structuré. Si ta méthode d'évaluation est pas solide, tu vas avoir du mal. C'est sûr que si le critère c'est « Oh, il a pas le feeling, je le sens pas », ouais, c'est compliqué de dire à quelqu'un « Ah, je te sens pas ». Par contre, si c'est un critère clair, que tu es capable de relier à l'emploi et de dire « Voilà, nous par exemple, de nos critères, on a le problème. Là, on va refuser quelqu'un parce que dans les critères qu'on a pour un commercial, il y a faire savoir passer une émotion. »
Non, savoir faire passer une émotion. Non, c'est dans le bon ordre. Et on lui a dit, dans les 3 entretiens que tu as fait, on n'a pas eu d'émotion. Il n'y a pas eu de rire, il n'y a pas eu de machin, il n'y a pas eu de... Voilà. Et c'est un truc qu'on peut quantifier, qu'on peut justifier. On peut expliquer pourquoi. On peut expliquer les commerciaux qu'on a recrutés avec qui ça n'a pas marché chez les clients. Parce qu'on a une boîte où les gens... Tu sais, il y a un côté un peu saltimbanque dans ce qu'on est. Les gens, ils attendent que tu danses. Quand tu viens dans des boîtes, ils veulent voir les clowns dès le DR. Donc, on a besoin de quelqu'un qui fait passer un minimum de... qui donne un peu, tu vois. Donc, on l'explique. Après, j'ai jamais vraiment vécu quelqu'un qui vivait mal un retour quand il était solide. Sauf un seul retour que tout le monde vit mal tout le temps. C'est tu n'écoutes pas. Quelqu'un qui ne t'écoute pas va pas t'écouter quand tu lui diras que tu ne l'écoutes pas. Et quand tu arrives dans une entreprise où il y a trop de valeur, entre guillemets, comment faire pour les hiérarchiser, ça? Pour savoir le... Tu veux dire un truc, Aurélien? Ça veut dire quoi, trop de valeur? Ouais, j'allais dire un truc comme ça. On est synchro. C'est strictement personnel, ça se trouve, Oui, oui. Le terme trop n'existe pas, mais là on dépasse les 16. Ah, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Après, quels sont les 16? Tu vois, nous, on a 10 commandements, en vrai. On a 10 commandements, on a un manifeste. L'idée, c'est... Déjà, est-ce que tu peux les prioriser? Moi, je peux les prioriser. C'est-à-dire, je t'ai montré les trois plus importants. Je ne serais pas arc-bouté sur le fait qu'il en faille pas beaucoup. Je serais arc-bouté sur le fait que tout le monde doit être conscient. Nous, on en a 10, et je pense que chacune des personnes peut réciter les 10. Peut-être pas d'une traite comme ça, mais en tout cas, chaque personne peut non seulement réciter les 10, mais t'expliquer comment ça a eu un impact dans son travail au quotidien. Donc tant que tous tes salariés, en tout cas une majorité de gens sont capables de dire quelles sont les valeurs et comment ça se répercute, parce qu'en fait, si jamais ta valeur c'est le respect et qu'en fait t'as un groupe qui détruit la planète, mais on essaie de trouver des trucs qui se répercutent vraiment. Et je pense qu'on se limite souvent, on se dit toujours ouais, il en faut 3. Je pense que les gens ont un plus grand cerveau que ça. Tu peux faire plus que 3. Souvent les gens essaient de se focaliser sur 3 valeurs. En vrai, tu te décris en autant de mots qu'il te faut pour te décrire. Alors la question c'est, quand tu es un intermédiaire de recrutement et que du coup tu ne connais pas la culture de l'entreprise et qu'en plus elle n'a pas explicité sa culture sur un document, ou alors le document est trop vague, comment tu fais? Déjà, 1, tu galères. 2, un truc que tu peux faire, c'est déjà te poser la question de est-ce que l'entreprise te paye pour ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut évaluer? Parce que tu vois, typiquement, nous, on a quelqu'un qui recrute pour nous, c'est pas ça qu'on veut qu'il évalue. On évalue d'autres choses et moi, je m'occupe d'évaluer la culture. Donc déjà, est-ce qu'on est bien conscient de ce qu'on veut évaluer? S'il te demande d'évaluer la culture et que c'est explicite entre vous, là, d'un coup, ça justifie de poser des questions. Et de dire, voilà, moi, les questions que je poserai en premier sur la culture, c'est quelle est votre mission? C'est pas juste gagner de l'argent. Pourquoi vous vous levez le matin? Uber, c'est rendre le transport comme de l'eau potable. Nous, c'est le recrutement mérite son école. Déjà, avoir la mission. Une fois que tu as la mission, essayer de comprendre quels sont les fondateurs. Essayer de demander à la personne, tu vois, en entretien structuré, tu fais la méthode des incidents critiques. C'est-à-dire, tu demandes à quelqu'un, raconte-moi une fois ou 3 fois où une personne a été particulièrement sous-performant ou surperformant à son poste. Ma version culturelle, c'est pareil. Hein. Si tu viens vers moi en me demandant, raconte-moi 3 histoires où des salariés des LEDR ont été particulièrement surperformants grâce à la culture, ou à l'inverse, particulièrement sous-performants à cause d'un manque d'adéquation culturelle, je suis capable de te répondre. Donc il va falloir faire un brief, tu peux pas l'inventer. Soit tu fais un brief avec le manager, avec le client, soit tu regardes le site, mais le problème du site, c'est que souvent il est mal fait. Tu as quelques boîtes qui le font bien, mais tu pourras pas te couper d'une discussion avec ton client. Si vraiment c'est important et si vraiment ce que tu dois mesurer, tu pourras pas t'en couper. Après, autre chose qui marche bien, c'est de demander à tes candidats refusés pourquoi ils ont été refusés. Tu vois beaucoup de la culture d'un client en demandant aux candidats refusés pourquoi ils ont été refusés. Si tu considères que ta mission, c'est d'évaluer la culture pour ton client, alors sois très sérieuse. Fais dans ton brief une partie qui est vraiment je vais faire un diagnostic culturel. Typiquement, racontez-moi 3 fois où ça s'est mal passé à cause de la culture, ou du savoir-être, ou des soft skills, appelez ça comme vous voulez. Mais demande explicitement à quelqu'un au client de te répondre. Et une réponse complète, c'est une réponse qui a le contexte, l'action, le résultat. C'est la méthode STAR dont on parle. Donc il faut le contexte, l'action qui a été mise en place, le résultat. Et là, tu as une histoire globale et tu demandes à la personne de te demander une vraie histoire. Souvent, les gens, le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils répondent en concept. Ils disent « ouais, chez nous, il faut apprendre ». Non, raconte-moi une fois où quelqu'un, parce qu'il n'avait pas le goût de l'apprentissage, tu l'as viré. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté. Gardez la pêche, mangez des poires et on se retrouve autour de l'apéro pour discuter. Merci.